Prigojine aurait tenté à Bakhmout, dans le dos de l'armée russe, au détriment de l'armée russe, de nouer un deal, de nouer un contrat, de nouer un accord avec l'armée ukrainienne. Oui, il aurait tenté de faire ça. Qui le dit? Ce sont les fameuses suites du Pentagone, mais on va voir toutes les précisions. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors avant de détailler cette information, donc, d'où vient-elle précisément ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cette information n'est pas dévoilée sciemment. Cela fait partie des centaines et des centaines de pages de documents classifiés par les renseignements américains et qui ont fuité massivement en ligne. Et cette note-là, c'est le Washington Post qui la divulgue. Voici ce qu'on y apprend. Prigojine a déclaré que si les commandants ukrainiens retirent leurs soldats de la zone autour de Bakhmout, ils donneraient à Kiev des informations sur les positions des troupes russes que l'Ukraine pourrait alors utiliser pour les attaquer. Vous avez bien entendu, Prigojine aurait fait une offre à l'ennemi en lui proposant d'échanger Bakhmout contre des positions de l'armée russe régulière. Toujours selon cette note, Prigojine a transmis la proposition à ses contacts au sein de la direction du renseignement militaire de l'Ukraine, avec qui il a maintenu des communications secrètes. Dans le détail, en plus des appels téléphoniques, cette relation comprend des réunions en personne avec des officiers ukrainiens dans un pays non spécifié d'Afrique. Comment cette offre est-elle arrivée? Eh bien, là encore, selon la note, Kiev l'a rejetée parce que les responsables ne faisaient pas confiance à Prigojine. Ils pensaient que ses propositions auraient pu être malhonnêtes. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Premier enseignement, Prigojine entretient un lien caché avec les responsables ukrainiens. Deuxième enseignement, cette proposition, pour le moins surprenante, serait intervenue à la fin du mois de janvier et donc au même moment où des centaines de soldats de la milice Wagner mouraient à Bakhmout. Alors, est-ce que Kiev a réagi d'abord, donc côté ukrainien, et est-ce que Kiev confirme ? Oui, c'est intéressant. Deux responsables ukrainiens ont confirmé que Prigojine s'est entretenu à plusieurs reprises avec la direction du renseignement. Et Volodymyr Zelensky, lui, préfère rester discret. C'est une question de renseignement militaire, balaie-t-il d'un revers de main. Il ne dément pas. Voilà ce qu'on peut dire, il ne dément pas. Et Prigojine lui-même, il a réagi. Oui, Prigojine a réagi ce matin sur Telegram. Écoutez. Могу с уверенностью сказать, уж если по-серьезному, я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле еще за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться там ни с кем физически просто не мог. Домыслов, которые вбрасывает Вашингтон-Пост. Но главное правило – не суетитесь там, это то, что им хочется сказать. Поэтому кто за этим стоит, я думаю, что, скорее всего, либо это просто кто-то решил из журналистов нахайповать. Autrement dit, oui, il conteste l'épisode africain, mais ne dément pas clairement avoir eu de contact avec l'Ukraine. Merci Lucille. Bon, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, des liens entre Prigojine et les services de renseignement ukrainiens. Est-ce que c'est plausible? Oui, c'est plausible. Tout est à attendre de Prigojine. Je rappelle que Bakhmout était tellement important pour lui qu'à mon avis, il était prêt à faire n'importe quoi pour offrir une victoire, quitte à céder des positions, des pseudo-camarades. Je ne rappellerai pas de quel nom d'oiseau il traitait Shoigu et Gerasimov et les autres chefs militaires russes. Donc oui, il est capable de tout. Et donc, rappelons que quand même, c'est un mafieux. C'est un voyou. La parole n'a aucun sens pour lui. Et de parler avec le renseignement et de monter des billards à 5 bandes, c'est quelque chose qui est normal pour lui. Mais simplement pour aller à la première étape de cette histoire, le fait qu'il y ait un canal de dialogue, en soi, ça n'est pas abracadabrantesque, puisqu'il y a des échanges de prisonniers, par exemple. Donc, vous vous souviendrez qu'au moment de la prise de Kherson, j'avais souligné que Kherson soit pris sans coup férir, les Russes se retirant sur la rive gauche du Dniepr, les Ukrainiens prenant Kherson sans quasiment se battre, et les Russes pouvant se retirer, nécessiter un contact. Donc qu'il y ait des contacts pendant la guerre avec l'ennemi, même si on est en train de le bombarder,
c'est quelque chose d'assez courant. C'est quelque chose d'assez courant. Bon. C'est les échanges de prisonniers que vous évoquez tout à l'heure. Il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis le début de cette guerre. Maintenant que Prigojine prenne le risque de faire cette proposition, qui paraît malgré tout d'un cynisme, mais même qui apparaît comme une prise de risque incroyable si c'était dévoilé, est-ce que ça vous paraît plausible aussi ? Dans la logique de Prigojine, de ce mafieux... La fin justifie tous les moyens. La fin justifie tous les moyens. Et s'il avait gagné, il aurait beaucoup gagné. Vous voyez ? Et donc, ça n'a pas marché, parce que les Ukrainiens n'ont pas marché dans la combine, d'une certaine façon. Alors maintenant, la révélation de ça, c'est aussi du billard à 4 ans. On va en parler, les moyens, la manière dont cette information émerge. Si on admet la validité de cette hypothèse, de ce scénario, ce qui est le plus insolite à ce stade, c'est l'apathie du Kremlin. Là, on n'est plus dans l'appel à l'insurrection, ce qui était son message précédent, contre une armée de bras cassés et des officiers supérieurs incompétents. On est dans la haute trahison. Si la démarche a été accomplie, c'est passible de la cour martiale, immédiatement. C'est la raison pour laquelle on peut émettre une autre hypothèse, c'est que ce soit une opération d'intoxication qui peut émaner d'un camp ou de l'autre, et pourquoi pas une sorte de license to kill, comme on dit en anglais, de permis de tuer, puisque à partir du moment où Prigojine devient plus gênant que fécond dans la stratégie russe, il y a peut-être la nécessité maintenant de l'éliminer. Donc Moscou aurait intoxiqué la CIA ou les services américains en leur laissant penser que Prigojine avait fait cette proposition pour trouver une justification à une élimination. Élargir le spectre des hypothèses. Et dans l'autre camp, on peut aussi dire que les Américains avaient intérêt à accroître encore les fissures et les fractures, qui sont, encore une fois, incontestables, entre l'état-major, le ministère de la Défense, le Kremlin et Prigojine. Parce qu'il y a un autre document dans la même livraison. C'est amusant parce que la plateforme qui divulgue tout ça s'appelle Discord et le nom du consortium de Prigojine, c'est Concorde. Mais passons. Eh bien, un autre document montre qu'il aurait joué les conseillers militaires en recommandant aux renseignements militaires ukrainiens d'avancer jusqu'à la lisière de la Crimée. Vous voyez, l'inversion des facteurs et des rôles. Voilà qu'il apparaîtrait comme... C'est pour ça que je trouve qu'il faut garder vraiment le spectre des scénarios extrêmement large. Des interprétations possibles. Parce que je ne connais absolument rien aux manips, aux contre-manips lors de ce type de guerre. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Prigojine dise en toute mauvaise foi « je vais faire semblant de communiquer à l'Ukraine des positions russes et ce ne seraient pas les bonnes positions et en échange, l'Ukraine, effectivement, lui laisserait un peu plus le champ libre à Bakhmout. » Mais je pense que, comme Vincent, il faut garder le champ des possibles, mais tout ceci repose en fait sur la personnalité de Prigojine. Tout et son contraire est possible à cause de Prigojine. On ne dirait pas ça d'un autre général, j'allais dire, carré de l'armée russe. Mais Prigojine, ça peut être les Russes, ça peut être les Américains, ça peut être lui-même. Tout ça, ça rentre dans le champ des possibles. Il n'a pas l'air affolé dans sa réaction, Prigojine. Il n'a pas l'air de celui qui a été pris la main dans le pot de confiture, en train de trahir son propre camp. Mais... Ouais, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur cette figure-là de Prigojine et qu'est-ce qu'il tentait de faire autour de Bakhmout. Et ce qu'il a arrivé à faire, c'est-à-dire imputer la défaite autour de Bakhmout à l'armée russe régulière et pas au Wagner. Et je pense qu'il a pu tenter, parce que Bakhmout il était très important pour lui, pour sa posture militaire et politique également, parce qu'il y a beaucoup de populations aussi russes qui l'écoutent, qui disent « Ah ben voilà, au moins lui, il dit la vérité ». Et sa posture devient de plus en plus importante. Pour peser, il aurait pu faire totalement ça, en fait. Gagner Bakhmout par tous les moyens. Mais d'ailleurs, ce que les Ukrainiens ont fait, si c'était le cas de cette histoire, ils n'ont pas fait confiance. Et on ne fait pas confiance en Prigojine, justement à cause de cette personnalité. Voilà, il est un vrai voyou, aussi un businessman, en soi-disant, qui est un marchand de mort, on peut dire comme ça, et un boucher. Voilà, on ne fait pas confiance et on fait notre propre conclusion. Ce qui est certain, c'est qu'il va réussir à rebondir d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout à fait. Là, on le sent acculé. On pourrait le sentir acculé par de telles révélations, mais on en reparlera encore dans 8 jours avec d'autres exploits qu'il va connaître. Sauf s'il lui arrive quelque chose d'ici là. Parce qu'il est arrivé des choses assez proches quand même. Le blogueur de Saint-Pétersbourg, c'était dans son café, c'était un proche de Prigojine.
Même chose pour cette autre personne dont la voiture a explosé en passant sur un engin explosif, si c'était télécommandé. Bref, ça se resserre quand même un peu autour de lui. Mais il persiste à jouer le vrai russe contre les élites, parce que, indépendamment de l'incrimination des quelques journalistes, on vient de l'entendre à l'instant, dans l'une de ses déclarations du jour, je cite, et vous me pardonnerez la trivialité du propos, il évoque les élites russes qui s'efforcent de déverser autant de merde que possible sur moi, et il parle des gens de la Roubliovka. Roubliovka, c'est une des banlieues chics de Moscou. Donc vous voyez, même sur un épisode aussi peu flatteur que celui-là, encore une fois, qu'il soit fondé ou pas, il rebondit sur cette de populisme milicien en espérant enjamber les élites pour recueillir l'aval du peuple russe, peuple floué, trompé par ses chefs. C'est lui le vrai peuple russe. Voilà. Bon, mais en attendant, il s'exprime toujours, tous les jours, Prigojine, pas seulement sur cette affaire. Et il continue à accabler l'armée russe à Bakhmout. On a vu tout à l'heure que les Russes perdaient du terrain. Lui essaye de continuer à en gagner bloc après bloc dans le petit centre-ville de Bakhmout, mais partout ailleurs, c'est l'armée ukrainienne qui est à la manœuvre. Écoutez Prigojine. Солдаты должны быть обучены, и мои солдаты, они учатся как минимум 2 месяца. Причем подготовка их идет 20 часов в сутки из 24. И поэтому, если ты не можешь, ты по дороге умрешь от инфаркта или инсульта. Самое главное в любой войне – это не территория, это солдат. И поэтому солдата надо беречь. А на сегодняшний день происходит так. Солдаты сами по себе, генштаб где-то в космосе сам по себе. Решения принимаются, а после этого внизу не исполняются. Потому что прослойка, она вся качается, она вся тряпочная. Те, кто спорил, те, кто пытался выразить свое мнение, все уже либо на пенсии, либо обосранные сидят в углу где-то, забитые просто так, чтобы рот не раскрыть было. Потому что если ты раскроешь рот, тебя отправят к тем, которые забитые в углу сидят. Вот проблема та сегодняшняя, которую надо решать, lибо le rусский народ сам когда-нибудь решит. Voilà. Ah bah voilà. Alors c'est la dernière phrase qui est importante. Oui, et en fait... Mais Ludmila. Désolé, il appuie sur deux choses très importantes. Le manque d'entraînement des soldats russes, dont on parlait beaucoup, parce que avec la nouvelle mobilisation, on a quand même des témoignages comme quoi les soldats ne sont pas du tout entraînés, les Russes. Ils sont juste envoyés sur le front. Et deuxième chose, il dit sur le manque de communication sur si vous voulez, hiérarchie militaire, parce que les bas, enfin, tous ceux qui sont en bas, ils mentent, ils disent pas la vérité vers le haut, et le haut, il a peur de remonter les informations vers le haut. Plus haut. Alors, il y a effectivement cette question-là, et le peuple russe qui pourrait peut-être résoudre le problème. Le problème, c'est l'armée corrompue, c'est les élites qui ont corrompu tout, qui essayent de gagner de l'argent sur les gens qui ne sont pas professionnels. Oui, mais là, Ludmila, ce qui retient l'attention sur ce montage de Baptiste Amossé, sur ces propos de Prigojine, c'est la fin. C'est-à-dire, si vous ouvrez la bouche, on vous enverra rejoindre tous ceux qui, en clair, sont passés à tabac ou pire. C'est le problème actuel qui doit être résolu, ou bien le peuple russe le résoudra de lui-même. Sous-entendu, entendez-moi bien Shoigu, entendez-moi bien Gerasimov, peut-être entendez-moi bien Vladimir Poutine. Si vous ne réagissez pas, vous allez vous prendre le contre-coup dans la figure. C'est le peuple russe qui va se soulever. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut l'écouter, Prigojine. Tout ce qu'il dit sur la préparation des forces, l'important, c'est pas le terrain, ce sont les soldats, etc., etc., c'est parfaitement vrai. Et dans une armée normale, on vous dira ça. Donc, si vous voulez, il est l'antithèse de l'armée russe, d'une certaine façon. Et à la fin, vous avez raison, la menace qu'il fait, faut rappeler que la semaine dernière, il a quand même traité Poutine... de papy. Voilà, de papy, hein, qui était le, j'allais dire en anglais le nickname, qui était le surnom donné à Poutine pendant la Covid. C'était le papy dans le bunker. Il a quand même osé tout ça. Donc, mais je pense, encore une fois, que sur le combat, sur la préparation des forces, avec toute la brutalité, toutes les excès qu'on peut lui reconnaître, il est quand même dans le vrai. Avec juste une petite nuance quand même, c'est qu'il n'a pas vraiment appliqué à ses propres troupes. Non, mais bien sûr. Il recommande à l'armée russe. Non, mais je parle du langage. Il a bien parlé de hachoirs à viande, avec tous ces prisonniers
qui ont été tués en masse qu'il a employé sous l'autorité de Prigojine. Mais Dominique Trinquant évoquait une armée normale. Mais quelle armée dans ce bas monde a un commandant suprême, le président Poutine soi-même, qui pourrait tolérer le 10e de ce qui se joue depuis une semaine? Ça n'existe nulle part. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure cette apathie insolite de l'état-major, bien sûr, mais surtout du Kremlin. On lui donne du commandant suprême à toute occasion. Pour le moment, le commandant suprême est quand même d'un silence assourdissant. Il n'était pas invité le 9 mai. Pour un pouvoir vertical et qui est censé être incontesté, d'un mot, 20 heures d'entraînement par jour. 20 heures d'entraînement par jour. Bon, il est un peu marseillais aussi, notre Prigojine. Et pas seulement... Je ne voudrais pas rappeler des souvenirs de jeunesse, mais quand nous formions les EOR, élèves officiers de réserve, dans les 2 premiers mois, il dormait 4 à 5 heures par jour. Ah bah alors voilà, j'ai calomnié, à peu près, j'ai calomnié la belle ville de Marseille. Merci à vous 4, merci Dominique.